5e édition de la Semaine de la pensée marxiste, organisée par l'Union des étudiants communistes de Strasbourg en association avec le mouvement des jeunes communistes du Bas-Rhin, ce soir à l'Université de Strasbourg. C'est un événement que l'UEC organise dans 38 universités à l'échelle nationale. Cette année, c'est ça, autour du thème de la liberté. La liberté qui se trouve au cœur de l'actualité, liberté d'entreprise, libre circulation des capitaux, liberté des marchés financiers. Elle est utilisée, instrumentalisée et déviée de son sens fondamental par les capitalistes et les technocrates qui ne s'attachent qu'à une seule liberté, qui est celle d'exploiter. Dans une société organisée autour de domination, de classe, de genre, d'origine, quelles libertés sont atteignables? Quel sens la liberté prend-elle? La semaine de la pensée marxiste est un moment de débat, de réflexion, de rencontre et d'exposition alternative à l'idéologie dominante. Elle permet de développer une analyse marxiste de la société dans les universités françaises. Elle a pour but notamment de mettre en avant une approche nouvelle, innovante et progressiste sur les sujets universitaires et de permettre aux étudiants de débattre et de réfléchir ensemble sur les grands thèmes de notre société. Alors ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Roland Pfefferkorn, professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg, membre du laboratoire CNRS Culture et Société en Europe. Vos recherches portent principalement sur les inégalités sociales dans la France contemporaine, uniquement, et sur les inégalités entre hommes et femmes dans le cadre d'une approche croisant rapports sociaux de sexe et de classe. Vous êtes également membre du comité directeur de l'Institut du genre du CNRS, créé en 2008, et chargé des études du genre. Vous publiez régulièrement dans La Marseillaise, Libération, l'Humanité ou encore Le Monde diplomatique. Vous avez écrit de nombreux articles et ouvrages portant sur les inégalités et les rapports sociaux, notamment avec Alain Guire, qu'on a eu le plaisir de recevoir à la semaine de la pensée marxiste de l'édition 2013. Vous avez publié récemment Genre et rapports sociaux de sexe, où vous dites que en se déployant, les rapports sociaux de classe, de genre, de race se reproduisent et se coproduisent mutuellement. Ce soir, vous intervenez donc sur le thème de la pensée de la liberté à partir du concept de rapport social. Et je ne vais pas faire plus long, après ces brèves mots d'introduction, je laisse la parole à notre invité, en vous remerciant d'être venu aussi. Bien, bonsoir tout le monde. Je voudrais quand même, pour commencer, remercier les étudiants de l'UEC pour leur invitation. Et je leur ai proposé d'intervenir sur le thème « Penser la liberté à partir du concept de rapport social ». Ça signifie que je vais parler d'abord et surtout du concept de rapport social, ou au pluriel de rapports sociaux, mais en rapport directement avec le thème qui a été choisi pour cette semaine. Alors je vais commencer par une citation fameuse de Marx, que beaucoup d'entre vous connaissent probablement. C'est une citation qui est tirée de la 6e thèse sur Feuerbach. Je vais vous la livrer avec deux traductions différentes, à mesure où aujourd'hui il y a de moins en moins d'étudiants qui parlent et comprennent l'allemand, je ne vais pas vous donner l'original. Alors, je vous donne la traduction de Macheret. L'essence humaine n'est pas quelque chose d'abstrait qui réside dans l'individu unique. Dans sa réalité effective, c'est l'ensemble des rapports sociaux. Et je vais vous donner une traduction que je trouve meilleure encore. Il y a plusieurs traductions qui circulent. C'est celle de Lucien Febvre, qui, me semble-t-il, va vraiment à l'essentiel. Elle est très proche de la précédente. L'essence humaine n'est pas une abstraction inhérente à l'individu pris à part. Dans sa réalité, c'est l'ensemble des rapports sociaux. Cette citation, donc tirée des thèses sur Feuerbach, qui tiennent en 2 ou 3 pages, selon l'impression, date de 1845. Pierre Macheret a consacré tout un ouvrage où il commente les thèses sur Feuerbach, un ouvrage très savant, mais qui a le mérite d'introduire directement le sujet dont je vais parler. Il explique dans son commentaire des thèses que la formule
Das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse, donc en français l'ensemble des rapports sociaux, débouche sur la représentation d'un champ de transformation ouvert, qui, bien qu'il dépende des bases matérielles qui en déterminent ou en conditionnent les évolutions, n'en est pas moins offert librement à l'activité humaine et à ses initiatives, sous des formes théoriques pratiques et objectives subjectives qui laissent de larges possibilités d'innovation. Autrement dit, tout en étant fortement contraignants, les rapports sociaux ne sont en aucun cas pour autant pétrifiés, ne sont en aucun cas immuables. En effet, les êtres humains sont à la fois les agents et les acteurs, et si j'utilise ici ces termes classiques en sociologie d'agents et d'acteurs, c'est précisément pour insister sur le fait que les êtres humains sont à la fois contraints, déterminés, donc les agents, et les acteurs, mais parce qu'il y a toujours des marges de manœuvre, des marges de liberté possibles, à la fois pour les individus pris isolément, mais surtout pour les êtres humains pris collectivement. En effet, les êtres humains produisent ces rapports. Ces rapports ne sont pas donnés une fois pour toutes de l'extérieur. Ils produisent ces rapports comme tels dans et par les actes mêmes par lesquels ils et elles les mettent en œuvre, en accomplissent des injonctions, dispositions, sollicitations et potentialités. En outre, les rapports sociaux étroitement intriqués ne sont que partiellement cohérents. Je dis les rapports sociaux au pluriel. Je fais référence, bien entendu, au rapport de classe, mais pas seulement. Je fais référence aussi au rapport de sexe, je fais référence au rapport de génération, je fais référence au rapport de race, mais des guillemets, ou de racisation, et on pourrait en ajouter d'autres, mais ça me semble être les 4 principaux. Donc, les rapports sociaux étroitement impliqués ne sont que partiellement cohérents. Le processus de totalisation est donc toujours inachevé et contradictoire. Par ailleurs, les rétroactions de cette totalité sur les rapports sociaux pris individuellement, donc les rétroactions de cette unité inachevée et contradictoire sur les processus partiels, donc sur ces rapports sociaux pris isolément, qui lui donnent naissance, viennent en outre complexifier les processus. En d'autres termes, je me place dans une perspective dialectique. Une approche en termes de rapports sociaux permet en effet de penser le changement. Il s'agit en effet, et je terminerai mon introduction là-dessus pour dire pratiquement l'essentiel, de penser en même temps, et j'insiste sur ce en même temps, comment les sujets, hommes et femmes, suivant leur place dans les rapports sociaux, sont contraints structurellement, sont façonnés au niveau et dans l'espace où ils se trouvent, et comment ces mêmes sujets, par leur activité individuelle et collective, par leurs actions réciproques, peuvent construire des marges de liberté, des marges d'action, leur permettant de déplacer ces rapports sociaux. En ce sens, mettre l'accent sur le concept de rapport social, ou au pluriel de rapports sociaux, permet de mieux prendre en compte la dialectique entre sujet et objet, ou pour le dire autrement, la dialectique entre déterminisme et possibilité de changement, ou pour le dire encore autrement, la dialectique entre reproduction du même et production du neuf. Je vais évidemment y revenir tout au long de mon exposé. Pour commencer, dans une première partie, je vais essayer de dire quelques mots sur ce qu'il y a de fort et d'original, j'ai déjà dit l'essentiel d'une certaine manière, dans une approche mettant l'accent sur les rapports sociaux, par opposition à certaines approches structuralistes, notamment les lectures althusériennes de Marx, qui mettaient bien davantage l'accent sur d'autres concepts, mais qui, quelque part, avaient le défaut de ne plus très bien mettre en évidence comment
le monde pouvait être changé. Et par ailleurs, je comparerais, comme sociologue, avec l'approche proposée par la sociologie classique française, à savoir la sociologie durkheimienne, ou d'inspiration durkheimienne, mais également avec la sociologie classique allemande, qu'il s'agisse de la sociologie weberienne ou simélienne. En effet, l'approche initiée par Marx se distingue radicalement, me semble-t-il, du positivisme durkheimien et du subjectivisme d'un Weber, comme elle se distingue de l'interprétation mécanique et déterministe de Marx qui a longtemps prévalu. J'en dirai deux mots. En effet, ayez en tête de manière simple la chose suivante. Chez Marx, le concept central, de mon point de vue, c'est en effet le concept de rapport social, ou si vous préférez, les deux étant liés, le concept de production. Le concept de production, je le prendrai, excusez-moi, ça me fait penser qu'il vaut mieux couper. Voilà. Donc, je voulais dire que le concept central chez Marx, de mon point de vue, c'est le concept de rapport social et le concept de production. Le concept de production, si je prends le terme grec classique, concept de praxis. L'intérêt de ces deux concepts, chez Marx, c'est précisément de mettre en rapport dialectiquement le sujet et l'objet. En effet, les sujets individuels et collectifs produisent des rapports sociaux, peuvent aussi évidemment produire des biens et des services, ils peuvent s'autoproduire, ils peuvent produire la société, etc. Vous voyez bien qu'il y a une activité, mais en même temps, il y a rétroaction, il y a des contraintes extérieures qui pèsent, il y a des déterminismes qui pèsent, on ne peut pas les nier. Quelle est la grande différence par rapport à l'approche qui était privilégiée par l'interprétation althusserienne et d'une façon générale les interprétations structuralistes de Marx, notamment dans les années 50, 60 et jusque dans les années 70. Il me semble que ces interprétations avaient tendance à privilégier, de manière assez mécanique, d'autres concepts centraux. Par exemple, le concept de mode de production. Par exemple, les concepts d'infrastructure et de superstructure. De telle sorte qu'on ne voyait plus très bien comment les sujets, individuels et collectifs, pouvaient agir et contribuer à transformer cette mécanique. Le structuralisme althussérien était en fait relativement complexe malgré tout, mais il polarisait le regard théorique sur la structure, sur le système, et il a trop souvent conduit à élaborer une vision mécanique dans laquelle les sujets, aussi bien individuels que collectifs, étaient absents. Les mêmes travers, souvent accentués, pouvaient se retrouver dans les manuels d'introduction au marxisme soviétique ou chinois qui étaient en circulation dans les années 60 ou 70. Ils reproduisaient des schémas et des recettes plus ou moins désincarnées, et on assistait dans ces manuels à une espèce de réification du mode de production et une espèce de théorisation hors sol dans laquelle tous les éléments de la structure s'emboîtaient mécaniquement et automatiquement, et on aboutissait à quelque chose d'absolument cohérent, mais en même temps d'inaltérable et de figé. Et on pouvait se poser sérieusement la question, comment cette mécanique pouvait être bougée d'une manière ou d'une autre. Or, avant d'identifier un mode de production, il me paraît nécessaire de faire le détour par les rapports sociaux qui le constituent, rapports de classe bien entendu, mais aussi les autres rapports sociaux qui ont été longtemps négligés, qu'il s'agisse des rapports de sexe, des rapports de racialisation ou des rapports de génération. C'est la première remarque. La deuxième remarque, et je vais être très rapide, pour faire une comparaison avec l'approche proposée, par exemple, par la sociologie durkheimienne. Dans la sociologie durkheimienne, ceux qui ont fait de la sociologie à un moment ou à un autre dans leur parcours le savent, le concept central, c'est le concept de fait social.
je ne vais pas le déconstruire dans le détail, mais le simple choix du mot « le fait », ce qui est institué, est quelque chose qui n'est pas anodin. On voit très bien avec quelle facilité on peut aboutir à de la réunification, justement. Je rappelle la citation célèbre de Durkheim, « Effet social, toute manière de faire, fixée ou non, susceptible d'exercer sur l'individu une contrainte extérieure. » Et c'est précisément cette contrainte extérieure, le déterminisme qui exerce cette contrainte extérieure, qui serait l'élément de base de la sociologie durkheimienne. Et on retiendra simplement, je ne vais pas être très long, que pour Durkheim, le fait social est toujours extérieur à l'individu. Durkheim se battait en effet contre la psychologie. Le fait social est doté d'un pouvoir de coercition, de contrainte, d'où le déterminisme. Et un troisième élément que par contre là je partage, alors que j'ai beaucoup de réserves par rapport aux deux précédents, formulés de manière aussi stricte, le fait social s'explique par d'autres faits sociaux. Ça me semble par contre tout à fait fondamental. Et ajoute Durkheim, d'un point de vue méthodologique, pour étudier le fait social, le sociologue devra analyser les faits sociaux comme des choses. Et vous voyez bien que le précepte méthodologique va accentuer la tendance à la réification. Alors quel est l'intérêt d'abord de l'approche durkheimienne? Parce qu'il y a un intérêt. L'intérêt est précisément de se polariser sur l'objet. Le fait social à étudier comme une chose, sur l'objet qui pèse, qui contraint, qui détermine. Et bien évidemment, loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a pas de contrainte, qu'il n'y a pas de déterminisme. Simplement, le problème de Durkheim, c'est qu'il met l'accent sur l'objet de manière unilatérale. C'est-à-dire que c'est une sociologie qui est polarisée sur le fait social, sur le déterminisme, sur la contrainte, et du coup, les sujets sociaux, chez Durkheim, ils ne peuvent plus agir, plus d'action possible. Et les sociologues d'inspiration durkheimienne, y compris les plus célèbres, même s'ils se séparent en partie des préceptes durkheimiens, en restent quand même pris par ce principe. Je pense à Bourdieu, pour le nommer. C'est pas par hasard que Bourdieu met l'accent en permanence sur la reproduction et pas sur la production, précisément. C'est un point tout à fait important. Je ne vais pas développer davantage, ce n'est pas l'objet de mon intervention ce soir. Mais vous l'avez compris, dans mon sens, le concept de rapport social, comme le concept de production, de praxis, permet d'articuler dialectiquement sujet et objet, prendre en compte les contraintes, les déterminismes, mais prendre en compte aussi la possibilité d'agir sur ces déterminismes, sur ces contraintes. Alors que Durkheim se polarise sur les déterminismes, sur la contrainte extérieure, et bien évidemment, il n'y a plus moyen à ce moment-là d'agir. Chez Weber ou chez Simmel, par exemple, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Les déterminismes sont en grande partie oubliés. Il faut reconnaître que Weber en a conscience, mais il dit explicitement à un moment donné, je laisse ça à d'autres sociologies, c'est pas mon affaire, moi je m'intéresse à la subjectivité. En effet, quel est le concept central de Weber? C'est le concept d'activité sociale. Si je prends Simmel, le concept central, c'est le concept d'action réciproque, ou traduction un peu simpliste, d'interaction. Et dans les deux cas, chez Weber et chez Simmel, l'accent est mis unilatéralement sur le sujet. C'est-à-dire qu'on prend en compte l'activité du sujet, le sens que le sujet donne à son activité, évidemment en rapport avec l'autre. Je ne développe pas davantage sur ce point, mais je voulais quand même situer l'approche qu'on peut chez chez Marx, pas seulement dans la citation que je vous ai donnée à l'instant, mais d'une façon générale, chez Marx, il y a une tentative constante d'articuler sujet et objet, prendre en compte les déterminismes et les contraintes, mais prendre en compte aussi
les marges de manœuvre, les marges de liberté pour agir sur ces contraintes, agir sur ce déterminisme pour contribuer au changement social, à la transformation sociale. Alors une fois que je vous ai donné ces quelques éléments pour situer le concept de rapport social par rapport au concept de fait social, par rapport au concept d'activité sociale, pour situer en gros l'approche de Marx par rapport à celle de Durkheim et celle de Weber, je voudrais quand même proposer maintenant, de manière un peu plus approfondie, quelques définitions du concept de rapport social. Alors je vais m'appuyer ici sur deux auteurs, d'abord mon ami Alain Dwyer, et ensuite ma collègue Danielle Kergoat. Alain Dwyer a publié, il n'y a pas si longtemps, un petit livre qui s'appelle « Les rapports sociaux de classe ». Danielle Kergoat a travaillé pendant toute sa carrière sur les rapports sociaux de sexe, et vous verrez, les deux définitions que je vais vous donner sont à la fois différentes et proches. L'approche n'est pas tout à fait la même, mais il y a des points communs sur lesquels je vais insister. Alors, je vais d'abord vous lire une longue citation d'Alain que je tire d'un de ses articles. Dans son usage ordinaire, le concept de rapport social désigne un principe de division d'une formation sociale de dimension macro et de portée politique. Par principe de division, nous entendons un ensemble de processus qui tendent à séparer la totalité des membres d'une formation sociale en deux ou plusieurs groupements, non seulement différenciés par les attributs sociaux de leurs membres respectifs, mais encore hiérarchisés entre eux. En effet, tout rapport social comprend ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas, que ce soit dans le cadre du rapport de classe, du rapport de sexe, du rapport de race ou du rapport de génération. Et de ce fait, il y a une lutte qui se développe entre ces différents groupements. Lutte qui peut bien entendu prendre des formes et des modalités extrêmement diverses. Cette lutte, précisément, empêche les rapports sociaux de se fixer, de se figer dans une forme ou dans une formule définitive. Alors il y a un mot sur lequel je suis passé un peu rapidement, mais qui est fondamental, c'est le mot processus. En effet, un rapport social est un processus, c'est un concept dynamique, c'est-à-dire que les choses ne sont jamais données une fois pour toutes, elles sont amenées, au moins potentiellement, à bouger en permanence. Alors les groupements ainsi définis n'existent que dans et par ce principe de division que constitue le rapport social ou les rapports sociaux, qui leur donne naissance et qui les détermine en permanence. Et c'est tout l'intérêt du concept de rapport social que d'éviter ainsi de fétichiser ces groupements en les réifiant, en les substantifiant ou en les personnifiant, le plus souvent d'ailleurs les deux à la fois. Le concept de rapport social permet ainsi d'affirmer et de comprendre que ces groupements n'existent que dans et par ces rapports qui possèdent sur eux une primauté à la fois logique et ontologique. Alors juste une petite parenthèse, vous voyez que si je définis les groupements qui naissent dans les rapports sociaux comme étant le résultat du rapport, le résultat du processus, des définitions du type de celles que donne Lénine dans un certain de ses textes, en disant voilà, il y a telle classe, telle classe, telle classe, un peu comme un catéchisme, une fois pour toutes, c'est des définitions qui posent problème, parce qu'on a tendance à réifier précisément les groupements. Il faut bien avoir en tête que ces groupements ne sont jamais donnés une fois pour toutes. Ces groupements sont amenés à évoluer, à bouger, en fonction notamment de la lutte qui est menée entre eux. Alors les processus visés par le concept de rapport social sont de portée macroéconomique, macro-sociologique, macro-politique, macro-idéologique, si vous voulez, et ils concernent et mettent en jeu la société ou la formation sociale considérée dans sa totalité. Donc, si vous voulez, ça joue au niveau de la société globale.
en tant qu'elle constitue une unité résultant de l'organisation de l'ensemble des interrelations entre ses membres. Quand je dis l'ensemble des interrelations entre ses membres, c'est à la fois les interrelations à niveau micro et méso, comme au niveau macro. Je veux dire par là que les relations interindividuelles en font partie, mais pas seulement, évidemment. On se situe à des niveaux différents. Donc voilà pour une première définition qui est celle que propose Alain Beer. Je vais vous en donner une deuxième qui n'est pas plus longue, qui est formulée un peu différemment par Daniel Kervoat dans le cadre de son travail sur les rapports sociaux de sexe. Elle nous dit la chose suivante. Le rapport social peut être assimilé à une tension qui traverse la société. Cette tension se cristallise peu à peu en enjeux autour desquels, pour produire de la société, pour la reproduire, ou pour inventer de nouvelles façons de penser et d'agir, elle renvoie à Durkheim ici, mais de nouvelles façons de penser et d'agir, les êtres humains sont en confrontation permanente. Donc je répète, donc cette tension se cristallise peu à peu en enjeux, autour desquels, pour produire de la société, les êtres humains sont en confrontation permanente. Confrontation, lutte, conflit, une tension autour d'enjeux. Ce sont ces enjeux qui sont constitutifs des groupes sociaux. Ces derniers ne sont pas donnés au départ, même chose, ils se créent autour de ces enjeux par la dynamique des groupes sociaux. Alors quels sont les principaux enjeux? Le premier, le plus fondamental et le plus général, c'est le travail et ses divisions. Le travail et ses divisions entre classes sociales, mais également entre sexes sociaux, également souvent entre races. Donc c'est le premier enjeu, le travail et ses divisions. Deuxième enjeu directement lié au précédent, le partage des richesses produites. Mais si ici on peut clairement mettre en évidence en quoi les rapports de classe jouent un rôle important, il y a d'autres enjeux qui tournent autour des rapports de sexe. Par exemple, le contrôle de la sexualité, le contrôle de la fonction reproductive des femmes, la filiation, c'est quelques-uns des enjeux centraux des rapports sociaux de sexe. Mais bien entendu, le travail et ses divisions en fait partie aussi. Il suffit de penser au fait que le travail domestique, jusqu'au début des années 70, n'était pas pensé en tant que travail. Et il a fallu les luttes, on y revient, des femmes, en cas du mouvement des femmes, pour tout simplement que le travail domestique soit reconnu comme travail. Et que la division du travail entre hommes et femmes prise en compte aussi. Ce que j'ajouterais encore, c'est que tout rapport social est source de conflit, on l'a déjà dit, mais aussi paradoxalement de cohésion, en même temps. Et j'insiste sur le en même temps. En effet, d'un côté, le rapport social lie les sujets et les groupements sociaux qu'il médiatise. Il constitue un des éléments à partir desquels se constitue l'architecture de la société globale. Et c'est là qu'il y a un fondement qui n'est pas uniquement idéologique, du fait qu'il y a quelques intérêts communs, même s'il y a beaucoup d'intérêts divergents, par exemple, entre le patron d'une usine et les ouvriers qui y travaillent. De même qu'il y a des intérêts communs entre hommes et femmes, notamment quand on se place au niveau micro. Il peut évidemment y avoir des conflits et des intérêts qui sont opposés. Mais de l'autre, et précisément je vous ai insisté là-dessus, selon des formes et des contenus à chaque fois spécifiques, tout rapport social est au moins potentiellement source de tensions et de conflits entre acteurs ou agents, individuels ou collectifs. En outre,
l'articulation d'un rapport social avec d'autres rapports sociaux au sein de la réalité sociale, au sein de la totalité sociale, au sein de la totalité historique, est en même temps source potentielle de nouvelles contradictions. L'élément social, la réalité dernière à laquelle l'analyse doit s'arrêter, comme Marx l'a déjà indiqué, ce n'est donc pas en aucun cas l'individu ou les individus pris isolément, mais c'est bien le rapport social ou les rapports sociaux et leur articulation. Alors les rapports sociaux sont mêlés de façon inextricable. Ils interagissent les uns sur les autres en permanence. Chacun imprime sa marque sur les autres et ils structurent ensemble la totalité du champ social. Les rapports sociaux de classe, les rapports sociaux de sexe, tout comme tous les rapports sociaux, je ne vais pas tous les nommer, se transforment, se déplacent sans cesse en fonction des rapports de force, et il est possible d'en faire une approche historique, il est possible d'en proposer des périodisations, de faire des comparaisons d'une société à une autre, d'une époque à une autre. En ce sens, par exemple, je suis en désaccord avec Christine Delphi quand elle dit que rien n'a changé au niveau des rapports sociaux de sexe. Je pense que s'il y a des choses qui ont changé, même si, bien évidemment, les rapports sociaux de sexe hiérarchisés continuent à être à l'œuvre, mais la situation d'aujourd'hui, la situation des femmes d'aujourd'hui, n'est pas la même que celle des femmes à la fin des années 50, quand il n'y avait qu'une minorité de femmes qui exerçaient une activité salariée, alors qu'aujourd'hui, c'est une grande majorité des femmes qui exercent une activité salariée, y compris quand elles ont, par exemple, 2 enfants. Depuis 25 ans, les femmes qui ont 2 enfants sont plus de 80% à exercer une activité professionnelle. Donc, à mon sens, on ne peut pas dire simplement que rien n'a changé, c'est toujours pareil. Bon, les choses bougent précisément en fonction des luttes qui prennent des formes différentes, des formes variables selon les périodes. Alors le concept de rapport socio-sexe, je vais en parler un petit peu, s'articule dans l'approche proposée par Daniel Kergoat et ses collègues étroitement au concept de rapport de classe. Je voudrais insister sur ce point parce que c'est une des originalités de l'approche en termes de rapport socio-sexe, c'est que cette approche s'est construite dès le départ en articulant les rapports de sexe avec les rapports de classe, comme aujourd'hui les sociologues, par exemple, qui défendent ces approches, articulent aussi les rapports de classe, de sexe, aux rapports de génération ou aux rapports de racisation, ou de race si vous préférez. Cette articulation, nous dit Daniel Kergoat, est consubstantielle et coextensive. Elle utilise cette formule pour insister sur le fait que les rapports sociaux purs n'existent pas dans la réalité. Il n'y a pas de rapport de classe pur. Il y a toujours les différents rapports sociaux qui s'entremêlent, qui exercent leur marque les uns sur les autres. Donc les rapports sociaux, en quelque sorte, constituent un nœud qui ne peut être séquencé, disséqué, qu'au niveau des pratiques sociales, éventuellement dans le cadre d'une sociologie analytique, mais les rapports sociaux sont coextensifs, ils se déploient, se produisent, se reproduisent en agissant les uns sur les autres. Alors, j'ai insisté tout à l'heure sur le fait que le concept de rapport social se situe au niveau macro. Alors, au niveau micro, Daniel Kergoat propose de lui réserver tout simplement l'expression, le concept de relation sociale. Évidemment, c'est un choix, et donc pour elle, au niveau micro, on a affaire à des relations qui ont comme spécificité d'être interpersonnelles, et bien évidemment, dans le cadre des relations interpersonnelles, le conflit peut apparaître, peut même prédominer, mais pas nécessairement. La dimension antagonique ne prime pas systématiquement et en permanence. Et c'est la raison pour laquelle elle propose de distinguer fondamentalement le concept de rapport social du concept de relation sociale. Je vais la lire.
L'un et l'autre recouvrent deux niveaux d'appréhension de la sexuation du social. La notion de rapport social rend compte de la tension antagonique se nouant en particulier autour de l'enjeu de la division du travail et qui aboutit à la création de deux groupes sociaux ayant des intérêts contradictoires. La dénomination relation sociale renvoie, elle, aux relations concrètes qu'entretiennent les groupes et les individus. Mais ces relations concrètes, interpersonnelles, s'inscrivent toujours dans des rapports sociaux d'ensemble. Un petit mot sur la langue. En allemand, on parle de soziale Verhältnis, rapport social, et de soziale Beziehung, relation sociale. Dans les deux langues, en français et en allemand, on peut distinguer très clairement les deux expressions, les deux niveaux, les deux concepts. Le grand problème qu'il y a quand on passe à l'anglais, c'est qu'on n'a plus moyen de séparer. On est dans les deux cas au niveau de social relationship signifiant encore autre chose, et quand on a des traductions actuellement, par exemple de textes d'auteurs, qu'il s'agisse de sociologues, d'économistes ou de géographes martiens, quand ils sont traduits de l'anglais vers le français, on a parfois de très mauvaises surprises de voir le concept de rapport social, qui est aussi en anglais social relation, à moins qu'on utilise l'expression certains auteurs de power relation, et on met du power pour être plus clair, mais vous voyez, en mettant du power, on met l'accent sur le pouvoir, on ne met pas l'accent sur le travail ni sur l'exploitation, ça c'est encore une autre question, et les textes, quand on les lit en français, avec ces termes traduits par relation sociale, ne donnent plus le même sens. Et on a toute une série de textes comme ça, qui sont en quelque sorte vidés de leur concept, parce que le rapport social se traduit par relation sociale, mais parce qu'en anglais, on a cette ambiguïté. Même problème en portugais, en espagnol. On n'a qu'une seule expression. Relation sociale, il n'y a pas de distinction entre rapport social et relation sociale dans ces langues. Bien. Cela dit, je voudrais insister sur, précisément, la relative incohérence des rapports sociaux. Les contradictions qui sont en permanence renouvelées à cause des conflits, tout simplement, qui perdurent. Et c'est précisément l'incohérence des rapports sociaux, l'incohérence des rapports sociaux globaux articulés, entremêlés, et les luttes et les conflits permanents qui font qu'il y a aussi en permanence des marges de liberté qui peuvent être saisies par les êtres humains, aussi bien individuellement que collectivement, pour bousculer ces rapports. Mais il est bien évident que pour bousculer ces rapports de manière significative, l'action collective est en règle générale plus efficace, mais il n'en reste pas moins que des milliers et des millions d'actions individuelles ont des effets. Je vais donner un seul exemple. À partir de 1960, on enregistre une augmentation significative du taux d'activité professionnelle des femmes. La salarisation progresse, mais c'est un des éléments qui a probablement contribué à ce que le mouvement des femmes se développe à la fin des années 60, au début des années 70. Ça ne tombe pas totalement du ciel. Les choses ont commencé à bouger. Les femmes qui d'ailleurs étaient actives dans le mouvement des femmes étaient salariées ou étudiantes en règle générale. Ce n'étaient pas les mères au foyer qui étaient majoritaires. On ne développe pas davantage. Je citerai encore Danielle Kerdoat. Elle nous dit « Refuser de raisonner sur des entités figées, cela permet de remettre au centre de l'analyse le sujet politique, et non plus seulement des victimes des dominations, en prenant en compte toutes ces pratiques ambivalentes et souvent ambiguës. C'est un effort pour penser et donner une méthode pour penser, tant la pluralité des régimes de pouvoir que l'alchimie qui transforme à plus ou moins long terme cette domination
pourtant intériorisé en pratique de résistance. C'est donc une méthode pour détecter les germes d'utopie dans les situations présentes. Je voudrais, si je vous donne cette citation assez longue de Daniel Kerdoat, c'est précisément pour essayer de vous faire comprendre que penser en termes de rapports sociaux, ce n'est pas la même chose que de penser en termes de domination. En effet, si on construit une sociologie de la domination, où le concept de domination est le concept central, vous voyez à qui je fais allusion, à Pierre Bourdieu, dans cette sociologie, il est beaucoup plus difficile de penser la résistance des individus pris individuellement ou de penser la résistance des individus s'organisant collectivement. Et c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, Pierre Bourdieu, soutenant le mouvement des chômeurs en 1993, nous parle d'un mouvement improbable. Parce que ça ne colle pas avec sa théorie. Sa théorie de la domination ne rend pas possible que les dominés puissent s'organiser et lutter contre la domination. Et il me semble qu'une sociologie, précisément des rapports sociaux, a le mérite de pouvoir penser à la fois à l'oppression et la résistance à l'oppression. Et j'ai utilisé volontairement le terme plus général, plus vague, plus ambigu d'oppression, mais parce que quand je parle d'oppression, je ne renvoie pas seulement à la domination. La domination, c'est une des formes de l'oppression, quand on met l'accent notamment sur le pouvoir exercé ou subi. Mais l'oppression ne se limite pas à la domination. Il faut prendre en compte aussi ce qui se passe précisément autour de l'un des enjeux que j'ai mentionné tout à l'heure, à savoir le travail et ses divisions. Et c'est précisément le travail et ses divisions qu'il faut prendre en compte pour pouvoir penser l'exploitation. Parce qu'il faut quand même rappeler de manière simple ce qu'est l'exploitation. L'exploitation n'est rien d'autre que le fait qu'un groupe bénéficie du travail d'autrui sans contrepartie équivalente. Or, précisément, si on raisonne en permanence en termes de domination, qu'on étudie que rarement le travail, qu'on ne parle jamais d'exploitation, on a tendance à passer à la trappe une dimension tout à fait importante de l'oppression, et les rapports d'exploitation existent évidemment dans les rapports de classe, mais aussi dans les rapports de sexe. Par ailleurs, l'oppression peut prendre d'autres formes, que je ne vais pas développer ici, qu'il s'agisse par exemple des formes de discrimination, de stigmatisation, voilà. Alors, le temps passe vite, quand même. Je voulais initialement développer un petit peu la question du travail. Alors, je vais le faire de manière un peu plus libre, sans suivre mon texte. La question du travail est, à mon sens, tout à fait centrale dans les rapports sociaux, et en particulier dans les rapports sociaux de classe et les rapports sociaux de sexe. Parce qu'en effet, le travail est incontestablement le levier majeur de la domination. Le travail entendu dans un sens très large. Le travail, vu par exemple, si je prends la formule de Hannah Arendt, le travail comme activité de production de biens de consommation, hein, donc l'animal laborant, mais aussi le travail produisant des choses destinées à durer, pas seulement les biens de production, mais aussi la culture. La culture est destinée à durer, donc l'homo faber, mais également le travail tant qu'il exerce son action sur un plan subjectif, dans la production de soi, et sur un plan plus collectif, dans la production du politique, et bien entendu, dans la production de la société. Donc le travail, c'est pas seulement le travail salarié,
Le travail, c'est pas seulement le travail rémunéré, c'est pas seulement le travail marchand, c'est pas seulement le travail formalisé, le travail c'est beaucoup plus large, et le travail comprend bien évidemment aussi le travail domestique, et à un autre niveau, le travail comprend la production des représentations, la production des idées, la production, alors c'est un terme souvent ambigu et problématique, de ce qu'on appelle les identités individuelles, collectives, qui sont toujours multiples et qui sont toujours en train de bouger, elles aussi. Donc, la place du travail est tout à fait centrale comme levier de la domination. Et il me semble que l'une des limites de la réflexion de Bourdieu, notamment dans son article « La domination masculine », puis dans son livre « La domination masculine », c'est que le travail est absent. D'une façon générale, les aspects matériels, les aspects économiques, les aspects physiques de la domination sont absents ou en tout cas relativement réduits. L'essentiel de l'accent est mis sur la dimension symbolique. Alors je ne dis pas que la dimension symbolique ne joue pas. L'insistance sur la dimension symbolique permet de comprendre, par exemple, les médiations à travers lesquelles s'exerce la domination. Par exemple, la notion de violence symbolique permet de rendre visible, par exemple, la domination sexuelle vécue au quotidien. Donc, je ne veux pas nier l'intérêt de cette approche, mais je voudrais insister sur le fait de se polariser sur la seule domination symbolique a comme effet de minimiser la domination qui passe par le matériel et en particulier la domination qui passe par le travail. C'est une des raisons pour lesquelles son livre a été très fortement critiqué par les sociologues ou les ethnologues féministes, pas seulement pour ça, aussi parce qu'il ignorait superbement toute la production des sociologues et des féministes au cours des 30 années précédentes, et pire encore, dans son article, il les assimile à de l'essentialisme, qui est purement et simplement une insulte, parce que ça n'a rien d'essentialiste. La sociologie féministe matérialiste, précisément, n'est en aucun cas comparable avec les élucubrations d'Antoinette Fouque. Le travail également comme levier de l'émancipation. Justement, prenons les choses de manière dialectique. Le travail, s'il est un levier essentiel de la domination, qui est incontestable, il n'en reste pas moins que si les choses ont un peu changé dans les rapports sociaux de sexe dans un pays comme la France, et si l'émancipation des femmes a connu quelques succès, même si c'est loin d'être achevé, c'est probablement aussi grâce au travail. Et si on regarde un petit peu ce qui s'est passé en ce qui concerne tout simplement la présence dans les activités professionnelles des femmes aujourd'hui par rapport à la situation de la fin des années 50, c'est le jour et la nuit. Je voudrais quand même rappeler aussi, pour ceux qui l'ignoreraient, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ignorent, parce qu'on croit toujours que les évolutions sont linéaires, que 1960 était l'année où on avait le taux d'activité professionnelle des femmes le plus faible sur les 2 derniers siècles. C'est-à-dire que c'était le point le plus bas que l'ensemble du XIXe siècle. Parce qu'il y a eu une période de recul entre la Première Guerre mondiale et 1960. Complexe à analyser, on n'a pas le temps d'y revenir. En conclusion, parce que je crois qu'il est temps qu'on passe à la discussion, je dirais que le concept de rapport socio-sexe permet de souligner que les êtres humains, je me répète, sont à la fois les agents et les acteurs de ces rapports. Ils produisent ces rapports comme tels, dans et par les actes mêmes par lesquels ils et elles les mettent en œuvre, en accomplissent injonction, disposition, sollicitation et potentialité. Les hommes et les femmes, suivant leur place dans les rapports sociaux, sont bien entendu contraints structurellement. Ils sont façonnés au niveau et dans l'espace où ils se trouvent, mais en même temps,
par leur activité individuelle et collective, par leurs actions réciproques, les sujets, individuels et collectifs, peuvent construire des marges de liberté et d'action, leur permettant de déplacer ces rapports sociaux. Une approche en termes de rapports sociaux de sexe, par exemple, ou une approche en termes de rapports sociaux de classe, permet d'éviter les impasses des approches structuralistes qui peuvent mener au fatalisme. Vous le savez, c'est l'un des reproches qui est fait parfois à la sociologie de la domination, c'est de conduire au fatalisme. Alors c'est vrai que c'est une lecture abusive, mais il est vrai que beaucoup d'enseignants, par exemple, ont tendance à s'appuyer sur les lectures de Bourdieu et de Passeron pour justifier le fait qu'on ne peut rien faire. Et c'est précisément son insistance sur la reproduction qui explique pourquoi la conceptualisation développée par Bourdieu dans la domination masculine tend à inscrire cette domination dans l'éternité. Elle existerait partout et toujours, dans toutes les sociétés, à toutes les époques. Elle relèverait, in fine, d'une nécessité ontologique, sans qu'on puisse entrevoir la possibilité d'agir à son encontre. D'une manière générale, l'attention forcée à ceux qui ne changent pas, la reproduction, peut empêcher de penser le changement. Or, les rapports sociaux, et il ne faut pas l'oublier, se produisent, se reproduisent et se transforment sans cesse, y compris à travers les actions réciproques les plus ténues. Les rapports sociaux de classe, de race, de sexe, doivent donc être pensés en même temps comme source de domination, d'exploitation, de discrimination, de stigmatisation, d'oppression d'une façon générale, mais aussi, au moins potentiellement, comme porteur d'émancipation. Je terminerai par un commentaire de Pierre Macheret à propos de réflexions développées par Lefebvre Henri en 1940 sur la notion de possible et son ancrage consubstantiel au réel. Pierre Macheret nous dit la chose suivante: en réintroduisant la notion de possible dans le champ de son anthropologie, Lefebvre a été accusé par ses détracteurs staliniens de dérive idéaliste. Le possible n'est pas ce qui s'oppose au réel, au nécessaire, c'est-à-dire à ce qui donne un objet consistant à une approche scientifiquement responsable. Prendre en compte le possible, n'est-ce pas s'exposer à sombrer dans l'utopie? Lefebvre, proche à cet égard d'un Ernst Bloch et de son principe espérance, écarte cette objection. Une doctrine de la nécessité, ne concédant aucune place au possible, conduit inévitablement au fatalisme, ce qui revient à fermer au devenir humain toute perspective de libération. Ce qu'il faut comprendre, c'est donc en quoi le possible, au lieu de se placer en alternative au réel, lui est consubstantiellement uni. C'est le réel qui projette en avant de lui-même ses possibles, sans décider à l'avance lesquels de ceux-ci seront réalisés. Une approche en termes de rapports sociaux permet, me semble-t-il, de prendre en compte ce possible. Et dans une perspective dialectique, il s'agit donc de penser en même temps comment, par exemple, les membres de la classe des travailleurs, pour utiliser cette formule générale, où les femmes sont contraintes structurellement et sont façonnées au niveau et dans l'espace où ils et elles se trouvent par l'ensemble des rapports sociaux, et comment, par leur activité, à la fois individuelle et surtout collective, par leurs actions réciproques, par leurs interactions permanentes, elles et ils peuvent construire des marges de liberté et d'action leur permettant de déplacer ces mêmes rapports. Merci.